Moi, je me rappelle qu'à l'école d'art d'Aix-en-Provence, on travaillait beaucoup avec un logiciel qui s'appelait Max. Est-ce que c'est avec ce type de logiciel que vous travaillez aussi ou pas du tout? Non, je vais te laisser répondre. Disons que Est-ce que c'est le même principe de... bon, juste pour refaire un tout petit peu d'histoire, Max est un logiciel qui a été produit par l'IRCAM, donc l'Institut français de musique contemporaine dirigé par Pierre Boulez. Donc ils ont mis au point ce logiciel de manière à mettre entre les mains de personnes non initiées un dispositif qui leur permette de manière très intuitive de communiquer avec des traitements sonores et par la suite visuels en temps réel, quoi. Donc en fait c'était adapté essentiellement aux musiciens au départ, je pense. Et donc ça a ouvert un champ, l'interface qu'ils ont développée, c'est-à-dire le fait de pouvoir fournir de manière très visuelle des boîtes qu'on peut relier entre elles par des fils, finalement a fait école. Et donc en quelque sorte, ils ont trouvé une manière d'interfacer un dispositif assez lourd au niveau du traitement sonore et ainsi de suite et informatique, avec une géométrie, enfin on va dire cette interface, permettait donc à des gens qui ne sont pas forcément très initiés à l'informatique de pouvoir se servir de cette chose. Donc ça fait école. Donc ce paradigme qui consiste à construire, à mettre entre un utilisateur et une technologie derrière assez affinée, une interface graphique qui est adaptée, a fait école. Et donc en fait, de fil en aiguille, il y a plein d'autres choses qui se sont développées. Et notamment, son cousin germain, ce qu'on appelle Pure Data, qui lui, en fait, a aussi fait l'objet d'un parcours un peu particulier, puisqu'en fait, c'est la personne qui a développé pour l'IRCAM Max, qui, après être sorti de l'imbroglio de commercialisation, parce qu'en fait, toutes ces choses sont quand même, en ce qui concerne Max, sont des choses qui ne sont pas gratuites. Donc lui, pour sortir de cette procédure et aussi en même temps de sortir de l'asservissement, avoir à maintenir ça comme un produit commercial, a donc sorti une grande partie de sa programmation pour la mettre dans Pure Data et en faire un logiciel complètement libre qui est utilisé à l'heure actuelle dans des conditions différentes que celles de l'IRCAM. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux branches qui se sont développées. Donc Max MSP qui en général est utilisé par les musiciens. Le couple idéal pour l'IRCAM, c'est un musicien et un ingénieur. C'est-à-dire que même si le musicien comprend bien que en fait, quand il tire des fils, il y a du son qui va tomber quelque part dans des haut-parleurs, puisque avec tous les symboles qui sont assez parlants, on arrive à comprendre. Mais quand par exemple on rentre dans des procédures de filtrage, de compositionnel très très élaborées, pour revenir par exemple Xenakis par exemple, tout ça. Donc souvent, l'IRCAM aime bien associer au musicien un ingénieur qui maîtrise complètement tous les processus de filtrage du son qui sont élaborés à partir de modèles physiques. Enfin ça demande certaines compétences qui fait qu'en fait, ils aiment bien assujettir ce couple à une création. Maintenant, dans tout ce qui est du domaine du libre, c'est un peu comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une espèce de grande soupe où finalement tous les gens peuvent se rencontrer et qui a beaucoup d'activités. Et il y a en particulier des activités de transmission, de partage de connaissances. Donc en fait, sur le processus du Code Lab qu'on voit ce soir, il y en a plein d'autres qui sont générés. Donc c'est des choses qui se font à la fois en France, au niveau international, ainsi de suite. Donc en fait, quelque part, c'est une situation qui est intéressante dans le sens où elle remet en question des pentantas. C'est-à-dire qu'en fait, ce logiciel Max, qui normalement appartenait à l'IRCAM, était distribué par l'IRCAM, et dont on ne pouvait faire l'utilisation qu'en payant les droits, ce qui évidemment a amené à du piratage, puisque dès qu'on doit payer quelque chose, il y a plein de gens qui s'attachent à faire en sorte qu'on ne paie pas. Donc en fait, cette problématique dans le logiciel libre n'existe pas. En fait, c'est une dynamique saine, c'est-à-dire que chacun vient amener sa pierre à l'édifice, et l'édifice se construit de lui-même, et en particulier, on sait sur quoi il est construit, puisqu'en fait, tout le monde a accès au logiciel et à la manière dont ils sont faits. Donc là, c'est un petit aparté, on va dire un peu... Quel petit aparté! Mais on comprend bien que une liaison un peu, peut-être pas évidente, mais c'est vrai que
même dans le cadre de la maison numérique, c'est vrai que ce qui est développé, ce qui est promu, c'est vraiment le logiciel libre. Et voilà, pour ne pas se retrouver à pirater ou à payer des droits, effectivement, il y a assez de contributions dans le logiciel libre pour arriver aux mêmes effets. Pour rajouter une petite chose, c'est que dans le logiciel libre, il y a un intérêt qui est flagrant, c'est celui de savoir que ce qui est contenu dans le logiciel, tout le monde le connaît. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la manière dont est mené, par exemple, le déploiement de la loi Hadopi, ça consiste à mettre dans les ordinateurs un morceau de programme dont on ne connaît pas du tout l'origine et qui fait des choses par-delà notre volonté. Il y a plein d'exemples. Bon, par exemple, que ce soit Windows ou quel que soit, par exemple, même un fabricant de logiciels, lui, c'est pour lui très très simple d'insérer quelques petites instructions au moment où le logiciel se lance et pour peu que la machine sur laquelle on le lance soit connectée sur Internet, pour qu'il envoie déjà pratiquement une grande partie des caractéristiques de la machine, de la personne qui s'en sert, si elle a mis des choses qui sont partagées, et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle très communément maintenant dans l'industrie dans l'industrie des nouvelles technologies, ce qu'on appelle des chevaux de Troie, qui ressemblent très similaire à ce qu'on appelle un virus, quoi. Et bon, virus comme Inoffensif. le cheval de Troie, ça consiste justement à avoir chez l'ennemi un endroit pour observer ce qui se passe. Et donc, d'une manière industrielle, le fait de pouvoir observer ce que font les clients, c'est quelque chose qui est un top, quoi. C'est vraiment, ça permet une propagation du marché, une analyse du marché beaucoup plus fine. Enfin bref, et c'est pas normalement gratuit. Et là, quand ils le font, je pense que personne n'est prévenu quand on lui dit bon voilà, il y a ça. Si maintenant, c'est vrai que quand ça s'ouvre, on dit on va livrer certaines de vos informations. Mais il y en a une partie, comme le logiciel sur lequel on travaille. On n'a pas accès du tout à la manière dont il a été fait. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, ce qui n'est pas le cas du tout du libre, puisque pour pouvoir intégrer cette notion de libre, il faut que le logiciel soit complètement ouvert et qu'on sache exactement toutes les lignes de code. Et donc, en les lisant, on est tout à fait à même de voir s'il y a un choix de trop ou pas. Et en général, ils sont rejetés pour ces motifs-là. J'espère que c'est clair. Le libre est d'abord le libre. Non, mais c'est évident aussi que voilà, dans le logiciel libre, d'abord, il y a une co-contribution. Et j'en déduis que tout le travail qui a été fait autour du robot a été fait avec dans le cadre de logiciels libres, en tout cas de... Là, pour le coup, oui. Entièrement, oui. Oui, la machine, elle est passée directement sous Linux. Open Framework, qui fait l'acquisition. Et donc, OpenCV, qui est une librairie qui a été développée par Intel pour optimiser donc, la reconnaissance d'image, est complètement public. Open Framework, pareil. Pure Data, l'ensemble de ce qu'on a utilisé. Arduino fait partie d'une des belles réussites du monde du libre aussi. Donc en fait, tout l'ensemble des produits qu'on a utilisés pour construire cette espèce de métazo, quoi, on va dire, est issu du libre. J'imagine qu'une question dans le public... Qu'est-ce qu'un métazo? C'est un petit peu un assemblage justement anachronique entre un dispositif électronique et un animal. Bon, voilà quoi. Ce qui est intéressant, moi je trouve dans cette installation, enfin dans cette espèce de chose, quoi, parce que pour l'instant on peut encore l'appeler une chose avant qu'elle soit bien définie, parce que je pense qu'elle va progresser, elle demande à être un peu choyée, bon, il faut un peu l'entretenir pour qu'elle puisse se développer dans des bonnes conditions. Il y a des petits détails à régler, notamment au niveau de la lumière. Enfin, je pense qu'une ombrelle lui ferait pas de mal parce que bon, elle est un peu trop insolée. Donc le métazo, ce sont tous les animaux qui sont capables de conduire des robots, quoi, on va dire. C'est ça, non? Ça peut être ça. Je ne vais pas vous contredire. Donc Julien, Yvan, vous avez contribué à la réalisation de cette machine. Peut-être commencer par Julien, qui est un peu plus jeune et qui a peut-être un CV plus jeune, plus court même, parce que j'ai le CV de Yvan sous les yeux et c'est assez énorme. Votre parcours, en quelques mots, justement, on demandait tout à l'heure à Grégoire son parcours, il expliquait qu'il était un autodidacte. Ouais. Vous? Moi, je viens des sciences cognitives. J'ai fait une faculté de sciences cognitives et en arrivant
à mi-parcours, j'ai demandé dans mon cursus à pouvoir intégrer un rapport avec les artistes. Donc ça m'a été refusé. Donc j'ai fini la fac là-dessus et je me suis dit c'est pas possible d'arrêter. Et il faut que je discute avec des artistes de ce que j'ai appris et partager les méthodes. Et notamment tout ce qui est la mise en place d'un protocole. Pourquoi on fait un protocole? Qu'est-ce qu'on cherche dans le protocole? Qu'est-ce qu'on ne cherche pas dans le protocole? Et sur quoi on veut déboucher? Donc, ça venait de mon parcours scolaire et j'ai essayé de le retravailler avec les artistes. Donc en fait, mes premières réalisations pour moi, ça a été donc de m'interroger sur qu'est-ce qu'on utilisait comme matériel pour étudier le cerveau. Donc comme on ne peut pas ouvrir le cerveau directement, on met des électrodes sur le corps et on essaie de se dire qu'une action neuronale débouche sur une action physiologique. Donc on peut capter ce qui se passe. Donc on peut protocoler et dire si je veux déclencher ça, j'aurai tel résultat. Donc je suis arrivé avec mes outils qui sortaient du labo, puis on les a mis sur scène, et ça marche pas. Et ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas. Parce que ce sont des outils qui ont été faits pour travailler dans un milieu extrêmement stable. Une cage de Faraday, une température constante, et tout ce qui n'existe pas sur scène. Donc mon plus gros travail, ça a été de reprendre ces outils, donc qui sont des respiromètres, des électrocardiogrammes, des électromyogrammes, donc qui captent tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, et de les adapter à la pratique scénique, de les protéger, de faire des interfaces sans fil, et de tester. Et c'est à cette époque-là où j'ai rencontré Yvan. Et moi, je n'avais pas cette notion du nouvel espace qui était Internet. Et d'un coup, j'ai compris qu'on pouvait projeter des informations, les faire partager. Et Yvan m'a amené à ça. Donc en fait, il a amené mes capteurs qui sont intimes à être distribués sur la place publique. Et encore une fois, dès qu'on les distribue sur le net, eh ben, on est dans un nouvel environnement, donc on doit adapter nos informations à cet environnement. Donc ça a été une grosse partie de ce que j'ai travaillé avec Yvan. Donc on a travaillé avec des danseurs, on a travaillé avec des acteurs, on a travaillé avec des ergonomes, on a travaillé avec différents publics, et à chaque fois, voilà, moi j'apportais mes méthodes de travail, donc le protocole, la capture. Yvan fait que ces informations sont partagées, donc sont comprises, et peuvent transiter via du câble, être récupérées autre part, être réanalysées, être re-rentrées dans d'autres univers, qu'ils soient sonores, visuels, la 3D. Donc voilà, ça a été vraiment mon fil conducteur. On attendait, dans nos différentes pérégrinations, en fait que notamment les scientifiques nous donnent des outils d'analyse. Et on ne les a jamais eus. Et avec Yvan, on a adopté une façon de voir qui est de dire, nous, on n'a pas d'outils d'analyse. On n'a pas des processeurs dans la tête. On a des choses qui sont fluides. Et même si je fais ça devant mes yeux, je continue à y voir. Et mon outil d'analyse fait que ça disparaît finalement, que je peux voir avec un œil et que je peux presque voir en 3D avec un œil. Donc en fait, c'était d'arrêter de filtrer le signal, d'arrêter de chercher les choses qu'on voulait voir dedans. Et à un moment, laisser le fameux chaos dont on a parlé au début, qui est ce qui est à l'interface des deux mondes, s'exprimer. Et de se dire que c'est là-dedans où on allait pas trouver quelque chose, mais découvrir quelque chose. En tout cas, où une étincelle de ce que c'est la vie, de ce qu'est la vie par rapport à un système physique brut, provoque. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais c'est un moment de ne plus être dans des choses qu'on attend, de ne plus attendre quelque chose, et de dire ce qui va sortir, c'est le bruit, et c'est du bruit que la matière naît. C'est assez quantique comme point de vue. Mais je crois qu'on va essayer de rester... je trouve ça vraiment très passionnant. Et je reste sans voix. Je vais peut-être donner le mot de conclusion à mon ami Yvan Chabanot. Peut-être nous dire un petit peu d'où tu es parti, où tu
jusqu'où tu es allé et jusqu'où tu comptes aller encore. Et ce sera le mot de la fin parce qu'il va nous falloir conclure. Je vais juste déjà ajouter quelques mots sur le film que je vous ai montré. Donc en fait, en gros, ça résume un peu l'activité que j'ai à l'heure actuelle, qui consiste à diffuser une grande partie de ce que moi je considère comme les arts numériques. Bon, c'est vrai que je me suis impliqué dedans, mais aussi quand je suis sollicité. C'est-à-dire que j'ai créé un dispositif qui permet aux internautes de pouvoir se connecter sur des présentations. D'ailleurs, celle-là est diffusée sur Internet, mais dans le film que vous avez vu, c'est un peu pratiquement une grande partie de ce que j'ai été amené à diffuser au cours des années sur Internet. Cette idée, elle m'est venue, en fait, elle m'est venue parce que je suis descendu dans le sud, quoi. Je suis descendu, en fait, très... en gros, parce qu'il y avait cette école des Beaux-Arts d'Aix qui était très impliquée dans les nouvelles technologies. Moi étant très impliqué sur le réseau, donc à la suite d'une descente, on va dire aux enfers, avec un metteur en scène qui est assez connu, qui s'appelle Jean-Michel Bruyère, sur lequel on a travaillé sur des dispositifs assez lourds et assez chargés de sens. Donc je pense qu'en fait, moi, mon objectif, c'était de me retrouver autour de la Méditerranée, dans un endroit un peu rassurant, où on trouve des gens qui ressemblent à des gens, et ainsi de suite, quoi. Mais bon... Voilà, donc grande partie de mon activité, j'essaie de la déployer donc autour de la Méditerranée. Mais le dispositif tel qu'il a été donc présenté là, en fait, c'est un peu l'endroit où finalement on va essayer d'insuffler des choses qui sont de caractère numérique. Donc, c'est un peu complexe à expliquer, mais enfin bon... ça passe par des procédures, par exemple, de transformation temporelle. Donc le fait de diffuser sur Internet, c'est pas comme le fait de regarder un film. On n'est pas en train de regarder, comme le disait Godard, 25 images par seconde. On est en train de regarder un flux vidéo dont on sait que les images ont un lien les unes entre les autres. Et encore, parce qu'on le constate, parce qu'en fait tout l'intérêt quand on regarde des images, c'est de pouvoir percevoir le lien qu'elles ont les unes entre les autres, mais des fois pas. En tout cas, tous ces procédés-là fonctionnent sur finalement des choses qu'on s'attend. En gros, on revient, oui, pour revenir à cette histoire de quantique, c'est des choses qu'on s'attend à voir, quoi, en fait. Donc, quand on voit quelqu'un bouger et que il va pour tomber, on s'attend à ce qu'il tombe. S'il tombe pas, c'est qu'il y a une coupure. On rentre dans l'histoire du cinéma. Mais en tout cas là, le fait qu'il arrive du début de sa chute jusqu'en bas, il n'y aura pas forcément 25 images, il y aura peut-être une interpolation où, en fait, on va dire, oui, il y a une partie du pied qui est arrivée par terre, et ainsi de suite. Donc on est entré dans une problématique qui est complètement différente. On n'est pas en train de quantifier les mouvements, on est en train d'en donner une idée. En fait, c'est ça qu'on est en train de dire, et qu'en fait, au lieu d'avoir 25 images secondes pour voir les choses, les voir se reproduire, comme on a l'habitude de le voir dans le cinéma, en fait, on a inclus une nouvelle variable qui s'appelle le temps. Et le fait d'inclure cette variable qui n'est pas fixe, qui n'est pas une fois par seconde, c'est en train de changer tout. C'est un peu le cinéma qui est reproduit comme on a l'habitude de le voir dans la vie. Enfin, le découpage à 25 images secondes, c'est à peu près... ça nous donne l'illusion du mouvement comme on le connaît. Mais je crois que, comme je vous l'ai dit, il est temps de se quitter. Je vous remercie, Yvan. Merci beaucoup, Yvan et Julien. Je vous invite à aller profiter donc maintenant du superbe buffet préparé par l'équipe Dolls in the Kitchen. Il est temps. Voilà, moi je remercie... Mais bien sûr, attendez, on va d'abord manger un petit morceau. Moi, je veux remercier aussi Thomas, Agnès, Marjolaine, Abdé, Suzanne, Safia et Mousse et toute l'équipe de M2F Création. Je vous rappelle que on peut donc aller boire un petit verre et le temps qu'on puisse installer le nouveau plateau pour accueillir nos amis donc de Confit Pop, un musicien qui fait de la musique avec des Game Boy. Et ensuite, il sera suivi de Scotty Glutono, un live électro. Non bien. Voilà, bravo. Merci. Au revoir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez voir donc l'installation du robot dont on a beaucoup parlé
dans la salle de réunion. L'installation de notre ami Jeff Legotaz avec les SMS juste là. Et puis je vous dis à une prochaine fois.